On va maintenant passer à la revue de presse internationale avec vous, Sandrine Gomez. Bonjour. Bonjour À la une Hélène. ce matin, la victoire de l'extrême droite au premier tour de l'élection présidentielle en Autriche. Oui, une victoire de Norbert Hofer, le Parti de la liberté d'Autriche. Il est arrivé en tête au premier tour donc, de ce scrutin avec plus de 36% des voix. Et cela est décrit comme un séisme par la presse autrichienne. Une écrasante victoire du candidat du FPO, titre par exemple le journal libéral Der Standard qui parle d'une victoire historique. Pour le candidat social-démocrate et le conservateur chrétien qui ne passe pas la barre du premier tour, c'est bien sûr ici une débâcle. C'est la preuve pour le quotidien que les Autrichiens veulent un patron à la tête du gouvernement. Un journal qui titre également sur la honte du SPO à Vienne, l'un de ses bastions historiques. Là-bas, c'est le candidat des Verts qui est arrivé en tête. Devant l'extrême droite, les sociaux-démocrates sont bons quatrième. Le journal de centre-droit Die Presse nous montre en couverture le visage de cette nouvelle Autriche. Vous allez le voir, une Autriche largement colorée de bleu aux couleurs du FPO, mais aussi, on le voit, un petit peu de vert. L'écologiste Alexander Van der Bellen étant arrivé deuxième de ce scrutin. Un résultat qui n'est pas étonnant pour les Verts, estime le quotidien dans son édito, si l'on en croit les bons sondages avant le vote. En revanche, l'extrême droite a bien doublé les prévisions des instituts de sondage. Si Jörg Haider ou Heinz Christian Strache ont brigué la présidentielle autrichienne, c'est bien avec Norbert Hofer que l'extrême droite se hisse au second tour de ce scrutin. Alors les éditorialistes prennent acte de ce résultat pour en tirer des conclusions. L'un d'eux, dans le Die Presse, parle d'un tremblement de terre, de la fin d'une époque, d'une république de coalition. Depuis 2008, les conservateurs et les sociaux-démocrates étaient à la tête du pays. C'est un jour de défaite historique pour ces deux partis traditionnels évincés dès le premier tour. Et cette défaite historique que l'on compare aussi volontiers à une défaite dans le cadre d'un match de foot, une débâcle légendaire au foot, à lire dans le Werner Zeitung, cette analyse où l'on compare la défaite des conservateurs du SPO et des sociaux-démocrates à la défaite de l'Autriche contre les îles Féroé. 1-0, c'était en 92. L'Autriche était éliminée de la Coupe d'Europe. Le problème, c'est que les îles Féroé n'étaient membres de l'UEFA que depuis 1990. Une métaphore intéressante. Mal vécue. Autre sujet à présent, la lutte contre l'organisation de l'État islamique. La bataille se déroule aussi sur Internet. Oui, l'organisation de l'État islamique enregistre en ce moment, on le sait, des revers sur le terrain, mais pas seulement sur le terrain, sur un autre front également, celui de la toile. C'est le New York Times qui nous rapporte ces cyberattaques dont est victime l'organisation de l'État islamique. L'administration Obama aurait mis à contribution ses capacités en la matière, des capacités qui étaient jusqu'ici, nous disent quotidien, dirigées vers l'Iran, la Russie, la Chine ou encore la Corée du Nord. L'objectif de cette nouvelle stratégie qui est dirigée par la NSA, l'agence de renseignement américain, elle vise, nous rapporte donc le New York Times, à affaiblir les capacités de l'organisation de l'État islamique, à répandre son message, à recruter de nouveaux, et qui servent aussi à recruter de nouveaux djihadistes, à envoyer des ordres de commandement, voire même à payer ses combattants. Donc les Américains tentent donc d'affaiblir l'organisation d'État islamique de cette façon. Le secrétaire adjoint à la défense américain explique ici que le pays lance effectivement ce qu'il appelle des cyberbombes. On termine cette revue de presse avec les hommages à la star de la rumba congolaise, Papa Wemba. Oui, à 66 ans, Papa Wemba laisse derrière lui une œuvre très importante, une œuvre de 50 albums et aussi un héritage qui est un peu plus controversé parfois. The Independent nous dresse par exemple le portrait d'un artiste qui a mis sa notoriété au service des réfugiés congolais. C'est ce que l'on lit ici sur cet article. Il leur a permis d'avoir une nouvelle vie en Europe, titre le journal britannique. Donc le journal revient ici sur cette affaire qui a été baptisée des Ngoulous et qui a fait les gros titres, notamment en 2003. À l'époque, la star est accusée d'être un passeur. Chaque candidat à l'Europe payait $500 pour pouvoir donc être du voyage. De jeunes filles et garçons voyageaient avec lui sous le label de son orchestre, ce qui lui a permis à l'époque, disent les journaux, de s'offrir une vie de pacha. Sa condamnation en France en 2004 lui a d'ailleurs valu 3 mois de prison. Même titre critique à retrouver dans le Guardian, où l'on revient sur le côté obscur également de l'artiste. Son rôle de passeur via son groupe de musique vaut aujourd'hui, selon ce quotidien,
à de nombreux groupes africains d'avoir énormément de mal à se produire au Royaume-Uni en raison notamment des nombreuses restrictions de visa, le pays étant beaucoup plus méfiant. Voilà, cette histoire a fait un peu de mal au groupe de musique africain. Voilà pour cette revue de presse. Merci beaucoup Sandrine. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après la pause pour une nouvelle édition. On reviendra sur la reprise des négociations à New York au sujet du traité transatlantique entre les États-Unis et l'Europe. Un traité défendu par Barack Obama et Angela Merkel. Vous les voyez tous les deux à l'écran. Barack Obama poursuit sa tournée. Il est ici à Hanovre.